Et je vais proposer maintenant, et sous vos applaudissements, à Aurélie Mettet et François Collin de me rejoindre pour discuter un petit peu de ces présentations jusqu'alors, de voir quel regard ils portent sur les présentations faites ce matin, en particulier autour de cette deuxième séquence sur les différents leviers mis en œuvre. Donc on a parlé d'approche système, approche One Health, on a parlé de carbone dans le sol. On peut peut-être commencer par ça avant d'aller sur l'eau. Des premières réactions à ce sujet, Aurélie ? Réaction au sens interpellation, questionnement ? Oui, je voudrais remercier les deux intervenantes sur cette première partie concernant le sol. Moi, j'ai trouvé l'éclairage sur l'interaction santé du sol, fertilité du sol extrêmement riche, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'on cloisonne les deux. Donc cette façon de considérer les deux ensemble me semble vraiment importante. Et donc, sur la partie de Jean-Luc Schott, ce qui m'a interpellé le plus, c'est finalement ce besoin de connaissance. Mais en fait, les deux exposés se rejoignaient. Le besoin de connaissance, de bien caractériser, de bien mesurer, parce qu'on se rend bien compte qu'en travaillant avec des systèmes agricoles de plus en plus complexes, parce qu'on voit c'est qu'il y a des effets seuils, enfin il y a des moments où la dilution ou la quantité de pathogènes devient problématique, puis il y a des moments où elle ne l'est pas. Il y a des moments où les seuils de matière organique deviennent bénéfiques, et puis il y a des moments où l'effet sur, par exemple, la production agricole ne se voit pas. Donc voilà, c'est travailler avec ces seuils qui me semblent être particulièrement difficiles. Et si j'essaye de revenir un peu plus à l'enjeu de est-ce qu'on a vraiment des leviers pour aller vers plus de durabilité, voilà la question que j'aurais envie de poser aux deux premiers intervenants, peut-être que les deux suivants aussi pourraient apporter des éléments bien sûr, c'est d'après vous, quel niveau de connaissance du sol a-t-on besoin pour mieux le piloter durablement? Parce qu'on voit des métriques de sol, il y a des gens qui font des analyses de champignons dans le sol, de la microbiologie des sols. On a les classiques taux de matière organique qui posent question. On a vu que quand on fait une mesure, ça peut être très coûteux. Donc aujourd'hui, quel est le niveau de connaissance des sols nécessaire, en plus de l'observation? On y a consacré du temps à l'importance d'observer son système. Quel niveau de connaissance est nécessaire, avec quel indicateur pour mieux le gérer? Et j'aurais envie que vous preniez la parole, en tout cas, je vais leur donner de répondre en vous plaçant du point de vue d'un agriculteur qui pilote son système, qui connaît très bien son sol généralement, et qui a besoin d'avoir des indicateurs pour adapter sa pratique. Marie-Méniel, quel regard on porte sur les différentes analyses biologiques des sols qui se déploient avec toute une batterie d'indicateurs? Est-ce que c'est utile, nécessaire, ou est-ce qu'on peut faire sans? Jusqu'où on a besoin de connaître son sol pour l'améliorer? Alors, je ne vais pas tout jeter. Je pense qu'on va dans le bon sens, mais qu'on est très loin et en fait, on veut aller trop vite aujourd'hui. Les outils qui sont mis en œuvre, notamment la microbiologie qu'on voit exploser, on veut absolument tout leur faire dire. Et je pense que c'est une erreur parce que ce matin, moi j'ai bien aimé le côté rien sauvageon. On a aussi d'autres indicateurs qu'on ne se sert plus. Ils ont été complètement balayés, notamment les macro-organismes. À part les vers de terre qu'on regarde, tout le reste est omis. Et je pense qu'il y a une grosse erreur. Mais c'est l'erreur actuelle. C'est-à-dire qu'il faut aller tellement vite qu'on cherche l'indicateur clé. Et donc là-dessus, je pense que c'est bien de commencer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui se lancent sur les micro-organismes en parlant de fonctionnalité. On en connaît 5%. Comme je leur dis, vous êtes dans juste l'erreur statistique. C'est les 95% que vous ne savez pas qui expliquent peut-être la fonctionnalité du sol. Je pense qu'il faut continuer à travailler et lier fonction et vie des sols. Ça déjà, ça serait un indicateur clé. Et le deuxième, alors ça, je sais que moi, je travaille dans un groupe de travail à l'Académie dessus. On remet en cause le côté fertilité des sols par l'unique bilan azoté. Et aujourd'hui, on réfléchit fort, mais c'est le problème des politiques. Nous, on peut réfléchir, c'est pas sûr qu'on sera suivi, mais de toute façon, on ne voit pas comment on ne veut pas coupler C sur N, qui serait un indicateur que l'agriculteur commence à prendre en main. Et agronomiquement, on sait l'utiliser. Et je pense que c'est l'outil clé. Et par contre, là, on manque de ressources scientifiques et techniques là-dessus. Donc pour moi, c'est ça les deux points clés. Continuer à travailler les microbios et les macro-organismes. Et coupler C sur N. C et N, d'ailleurs. Parfait, transition parfaite. Monsieur Carbone va nous dire s'il pense la même chose. Le C sur N, c'est la clé? Oui, après, on pourrait l'étendre au rapport carbone sur phosphore, des choses comme ça, mais le C sur N, effectivement, c'est la première. Après, pour répondre à la question d'Aurélie, il me semble que l'un des enjeux, c'est de connaître la variabilité à la fois spatiale et à la fois horizontale et verticale, et s'inscrire dans une agriculture dite de précision. On ne peut pas
du fait de la variabilité des sols, et adapter ses pratiques et ses apports à cette variabilité permettra, en s'inscrivant dans cette agriculture dite de précision, d'améliorer comment dire, les impacts des pratiques sur un certain nombre d'indicateurs. Merci pour ces premières réactions. Peut-être que maintenant je me tourne vers François sur la deuxième partie de la deuxième séquence, Oui, sur la question de l'eau. Là aussi, quel regard on peut porter en tant que scientifique sur notamment le retour de... C'est un peu la même question que j'ai posée à Aurore, hein, l'expérience de terrain proposée par Alain, et puis plus largement peut-être une réaction aux propos d'Aurore également. Oui, merci. Donc François Collin, moi je suis hydrologue, hein, donc ça... voilà, déjà ça fait plaisir. Merci Alain Malard, parce qu'il y a longtemps, là, depuis les dernières années, chaque fois que j'interviens, c'est pour parler d'irrigation et dire ce que j'en pense. Donc pour une fois qu'on n'en parle pas, ça fait du bien. Blague à part. Oui, non, j'avais peut-être deux questions aux intervenants. Peut-être on va commencer par l'aspect plus réaménagement parcellaire là, et double question. Pourquoi on l'appelle régénératif? D'une part, hein, souvent on associe les deux mots, donc voilà, ce serait pourquoi finalement on l'appelle comme ça, en tout cas ces derniers mois ou ces dernières années. Et lié à cette question, c'est finalement Pierre faisait un peu, voilà, les creux, les bosses, enfin, on fait peut-être des choses un peu évidentes. Donc, est-ce que, si c'est si évident, pourquoi on est arrivé à ces paysages qui ne sont finalement pas si fonctionnels que ça d'un point de vue hydrologique, à votre avis? Donc, double question, quoi. Pourquoi régénératif et comment en est-on arrivé finalement à cet état de perte de fonctionnalité hydrologique? Alors, régénérative, c'est pas par rapport à l'agriculture régénératrice, c'est régénérative parce que tout simplement, ça régénère la vie dans le sol, tout simplement. Voilà, l'eau, c'est la vie, ça régénère la vie et on peut recréer la vie grâce à ça. La vie qu'on a perdue parce qu'on a tout cassé, en fait, à force de labourer et de détruire, puisque chaque fois qu'on laboure, on perd de la matière organique. Et c'est ce qui est quand même assez étonnant. Moi, on parlait d'indicateurs il y a 2 minutes. Moi, mon premier indicateur, c'est de regarder si mes légumineuses dans le rang des vignes, elles font des nodosités ou pas, et si elles sont roses ou blanches. Ça me permet de savoir si le sol commence à être fonctionnel tout seul, sans que j'ai mis d'engrais. Et après, effectivement, il y a d'autres indicateurs, mais ça, c'est... Et la couleur de l'eau aussi, parce que si ma couleur dans les noues, elle est transparente, c'est parce que peut-être je lessive plus. Et c'est un peu l'idée. Et le fait de répartir l'eau, ça permet de la purifier et de conserver les sels minéraux dans les parcelles. Alors pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi c'est cassé? Parce que tout simplement, on a mécanisé, et que pour mécaniser, c'était plus simple d'aller tout droit. On va tout droit, on plantait les vignes comme ça, et puis suivant les régions, ça va être plus ou moins serré, mais c'est le même principe. On se pose pas de questions. Et puis un jour, et puis surtout, on enlève les fossés, on enlève les talus, on met tout à plat, on remet tout comme il faut. Il y a des endroits où on l'a pas fait. Moi, je vois par exemple, on a même oublié à quoi ça servait, mais elles sont toujours là. C'est les restants quand on est en Provence. On a oublié que devant les restants, il y avait un petit muret, en plus du mur. Et que ce petit muret, c'était un fossé qui permettait à l'eau de circuler lentement. Il récupérait l'eau de ruissellement du petit muret de chaque terrasse. Et au bout de chacun de ces petits fossés, il y avait à chaque fois, tout arrivait dans un puits où il y avait de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau dans le puits. Pourquoi? Parce que les murets sont plus fonctionnels et qu'on a oublié à quoi ça marchait. Comment ça marchait. Donc on peut utiliser des tas de techniques qui existaient et on innove à travers effectivement les K-Line parce qu'on n'a jamais pensé effectivement à remettre... à recréer des courbes de niveau. C'est quand même la façon la plus facile. Ouais, merci de cette réponse. C'est vrai que c'est important de remonter aux sources parce que s'il s'agit pour le coup de revenir sur des anciens modèles, il faut vraiment comprendre quels ont été les leviers qui ont amené à ça et peut-on remonter le temps. C'est la première fois là qu'il y a cette idée, il faut reconcevoir quelque chose de nouveau parce que tout a changé et en même temps, voilà, quelle mémoire on garde du passé en termes de conservation. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez d'équilibré à rechercher sûrement entre ces modalités. Est-ce qu'on fait réagir justement Aurore là-dessus, parce qu'elle a incité là-dessus sur dire que c'est pas forcément avant, mais aussi dans l'innovation et de la reconception? Oui, et après j'aurais une deuxième réaction.
Je suis effectivement d'accord, et c'est pour ça que moi j'adopte pas forcément la notion de régénératif, parce qu'il faut pas penser qu'en remettant les haies là où on les a arrachées dans les années 50-60, on va résoudre le problème. Je le redis, on n'a jamais considéré, je pense, véritablement la question de la gestion de l'eau depuis qu'on est passé à la mécanisation de l'agriculture. Vous avez eu en France des remembrements, nous en avons en Belgique aussi, et ce qu'on constate, c'est que ça n'a jamais spécialement été considéré important chez nous, en tout cas, de garder l'eau, parce qu'on en avait en excès, et demain ce sera plus le cas, et donc on doit repenser complètement notre modèle de gestion des territoires, d'autant que voilà, les évolutions territoriales se sont un peu télescopées, on a mis l'accent sur la mécanisation agricole, ça je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, et puis après on a mis l'accent sur l'expansion des villes, et chez nous en tout cas à outrance, les petits villages se sont ramifiés, etc., et on a construit dans des zones vulnérables en dépit des risques naturels. Et aujourd'hui, on commence à comprendre un petit peu tout ça. Et je n'en veux pas au passé. Je pense qu'il faut dépasser cette critique du passé. Il faut simplement se dire, OK, vers quoi est-ce qu'on va? Quelles seront les sollicitations demain? Et dans le gisement des bonnes idées, il y a des bonnes idées qui viennent du passé, et puis il y a des choses à inventer qui n'existent pas encore, et il faut les mettre ensemble de manière construite. François, une dernière question pour Aurore. Oui, une dernière question finalement entre collègues. C'est bien de voir des travaux à plusieurs échelles, mais je trouve qu'encore on manque d'intégration entre les échelles. C'est quand même une réflexion qu'on a souvent en hydrologie. Hein. On a de la chance d'avoir une ressource qui est à peu près stable en quantité. Hein. La quantité d'eau sur Terre, elle ne bouge pas. On fait que de la redistribuer finalement en haut en bas. Et je suis toujours un peu étonné, puisque moi je travaille pas mal sur les zones littorales méditerranéennes, qu'on se plaigne des inondations, parce que c'est quand même un sacré apport d'eau et de sédiments sur les zones littorales. Face au changement climatique, là, au niveau des mers et la raréfaction des pluies. Et finalement, cette idée de partage de la ressource, je pense qu'elle est probablement, je ne sais pas si tu es d'accord, mais à travailler entre l'amont et l'aval. Conserver de l'eau en amont, c'est priver aussi l'aval de ressources. Et cette réflexion-là transcalaire, hein, donc comment on agit localement pour répartir globalement, c'est là qu'à mon avis se trouve la recherche de demain, parce que les modèles qu'on a construits ne sont encore pas faits vraiment pour ça, quoi. Super, merci beaucoup. C'est un vrai défi, effectivement. Arriver à mettre dans un modèle hydrologique des changements de pratiques agricoles et leur effet sur l'hydrodynamique des sols, c'était fameux. On l'a fait que très partiellement, mais on a quand même essayé d'ouvrir les choses par rapport à ça. Mais c'est vrai que la plupart des modèles hydrologiques ne le font pas du tout et ont des approches qui sont très conceptuelles sur les parties amont du bassin versant, où pourtant on a plein de leviers de gestion. Ça, c'est un vrai gros défi. Et alors, dès on a travaillé dans ce projet-là avec des hydrauliciens, on s'est rendu compte de la différence de métier en réalité, parce que les hydrauliciens, ils gèrent l'eau dans la rivière, ils vont empêcher les débordements, ils ont un domaine bien connu, et bon, ils ont des questions complexes aussi, hein, je ne veux pas minimiser, mais il y a peu d'acteurs, le domaine est parfaitement connu. En hydrologie, on couvre tout le bassin versant, il y a énormément d'acteurs, il y a le domaine agricole, il y a le petit urbanisme, il y a les espaces naturels, il y a plein de gestionnaires publics différents qui ont des visions et des lunettes différentes à mettre ensemble, donc ça devient vraiment une gageure. Mais je pense qu'on avance peut-être beaucoup plus lentement en avançant ensemble, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver à co-construire finalement un territoire qui serait plus résilient hydrologiquement. Et je suis d'accord, en ayant à la fois en tête les besoins et les limites de ce que peut faire l'amont et les besoins et les limites de ce que peut faire l'aval, quoi. C'est aussi mettre autour de la table les usages de l'eau par l'agriculture, par l'entreprise, par le tourisme, par les habitants. Enfin, il y a énormément de questions et on n'a pas encore ouvert la boîte de Pandore de la qualité. Il y a encore énormément de choses à dire. Donc c'est un métier d'avenir, hein, si vous avez des étudiants, envoyez-les. Accompagner la gouvernance de l'eau à l'échelle de territoire, c'est notamment des sujets qu'on traite au sein de la chaire eau, agriculture et changement climatique. Et pour avoir animé les séminaires de la chaire qui était dédiée à ce sujet la fois dernière, c'est pas simple. Et il y a plein de méthodes innovantes pour y arriver, pour penser des prospectives concertées notamment. Merci beaucoup à tous les 6 pour vos exposés, vos réactions, vos questions.